Madame la députée de la 2e circonscription de l'Hérault, Nathalie Odiol. Bon, merci. Il va falloir que je sois à la hauteur maintenant de la présentation qui a été faite, qui est, ma foi, très flatteuse. J'espère qu'elle est, comment dire, elle reflète un peu ce que j'essaie d'incarner à travers les luttes, les combats, qu'ils soient en circonscription, qu'ils soient à l'Assemblée, auxquels je participe, mais pas seule. En fait, tous ces aspects-là qui ont été cités, c'est pas toute seule que je les mène. Et ce soir, par exemple, il y a un certain nombre de personnes qui m'accompagnent dans ces combats-là, que ce soit lorsqu'on fait des collectes, que ce soit lorsqu'on est en manifestation, ou que ce soit même quand je prends la parole à l'Assemblée et que j'essaie au mieux de porter la parole des personnes que je croise à Montpellier, mais pas que, à travers mes déplacements et que j'entends tous ces témoignages sur précisément les injustices sociales, sur le besoin de continuer à porter un combat pour l'écologie ou pour une meilleure représentation du peuple. Alors bonne année d'abord, bonne année 2027, comme on l'a dit, on est encore en janvier, donc on a encore quelques heures pour se souhaiter cette bonne année. Bon, cette formule, c'est un peu la formule, comment dire, qui à force d'être prononcée perd presque de son sens, mais à laquelle on essaie de donner précisément du sens. Parce que, bon, vous l'avez remarqué, la cérémonie de vœux de la 2e circonscription, c'est pas tout à fait la cérémonie de vœux à laquelle vous assistez traditionnellement lorsque vous allez aux cérémonies de vœux des élus, qu'ils soient locaux, nationaux. C'est une cérémonie qui a un petit peu quand même une ambiance de réunion publique et qui vise en tout cas à mettre à l'honneur les luttes nationales, locales, que ce soit des luttes syndicales, que ce soit des luttes sociales, que ce soit la lutte de la jeunesse sur la ville. Alors vous avez un petit échantillon ici de luttes que nous avons accompagnées et que nous accompagnerons encore, que ce soit au CHU, que ce soit des luttes écologiques, que ce soit la lutte pour Mayotte et pour la jeunesse de manière générale. Je vais commencer par remercier un certain nombre de personnes. D'abord, les personnes présentes ce soir, qui sont là dans la salle, que ce soit des militantes, des militants, des sympathisantes, des sympathisants, ou des curieuses et des curieux qui viennent un petit peu tendre l'oreille sur ce qu'on a à raconter à Montpellier lors d'une cérémonie de vœux. Je remercie infiniment Antoine et Juliette qui ont accepté de faire la présentation et d'animer du coup cette cérémonie / réunion publique. Pierre Renard, Livia, Arjas, Myriam et mon suppléant, René Revol et maire insoumis de Grabel qui nous donne un petit peu à voir ce que ça donne lorsque la France insoumise est aux manettes d'une ville. Je dis aussi, parce que dans la salle, nous avons des représentants du syndicat du jeu vidéo, de la CGT Cheminot, et j'ai vu passer au moins une travailleuse de Honnête. Et donc, je les voilà. Et donc, je les remercie. Un grand merci au Delirium qui nous accueille cette année encore pour ce temps en janvier 2025. Un grand merci aux services d'ordre, sans qui ce temps ne serait pas possible, aux jeunes et à tous les bénévoles militants et militantes qui se sont déployés non seulement dans les jours qui ont précédé l'organisation, mais qui sont là ce soir aussi, qui vous ont fait signer des petits papiers, qui vous ont distribué des petits documents. Prenez le temps de les lire. Et évidemment, moi, je remercie également mon cabinet, Esther, Sarah et Jeff qui ont travaillé d'arrache-pied, qui sont là avec leurs petits appareils photo, qui font le tout et sans qui, encore une fois, cette cérémonie des vœux n'aurait pas lieu. Donc bonne année encore une fois. Pour savoir un petit peu quelle année 2025 nous nous souhaitons, il faut revenir d'abord sur ce qu'a été l'année 2024. Qui a été tout sauf une année politique ordinaire. Alors c'est clair que déjà en étant élu en 2022 et durant le court mandat que j'ai occupé entre 2022 et 2024, j'avais bien conscience de ne pas occuper un mandat ordinaire, que c'est pas tout à fait comme ça que se sont passés les mandats de députés dans les mandatures précédentes, les législatures précédentes. Pour rappel, on commençait en janvier 2024, je parlais ici, et commençaient les manifestations d'agricultrices et d'agriculteurs.
C'était une nouvelle mobilisation qui s'inscrivait à la suite de plein d'autres mobilisations qui n'ont... En fait, on a eu l'impression d'avoir des mobilisations non-stop depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Donc ça a commencé comme ça. L'Hérault n'a pas été épargné. Le secteur de l'agriculture, alors là je fais confiance à mon collègue surtout, hein, Sylvain Carrière, hein, c'est lui qui est chef de file sur tout ce qui concerne la viticulture, l'agriculture et qui mène les travaux, y compris programmatiques, au sein de notre groupe de la France Insoumise. Ouais, bravo à lui. J'en profite pour dire que demain à l'Assemblée nationale passe un texte que nous portons qui refuse le traité de libre-échange du Mercosur. Comme tous les traités de libre-échange d'ailleurs, nous sommes contre les traités de libre-échange à chaque fois, partout, tout le temps. Ils participent, ces traités, au saccage de la planète, au saccage social et au saccage des conditions de vie des agriculteurs et des agricultrices. Et alors que maintenant, bon, vous avez vu, tout le monde est contre les traités de libre-échange, y compris les libéraux qui ont été les premiers instaurateurs de ces traités. Hein, maintenant, ils se disent contre. Ce sont de grands hypocrites parce qu'ils ont œuvré, y compris l'année dernière, à faire signer le traité entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande dans les coulisses, sans consulter personne, alors que nous, déjà, nous portions l'idée de suspendre ce traité-là. Alors nous continuons, nous poursuivons dans cette voie-là et demain nous voulons faire suspendre ce traité, en tout cas porter une voix qui dise qu'il y en a marre, que ces traités de libre-échange-là, il faut arrêter, que nous n'avons pas besoin de ça, que nous avons besoin pour que les conditions de travail des agriculteurs et des agricultrices s'améliorent, eh bien il faut mettre en place ce que nous avions défendu lors d'une niche, à savoir par exemple les rémunérations planchées pour les agricultrices et les agriculteurs. Voilà qui permettrait qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Il faut une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement. Et pour ça, il y a besoin d'accompagnement des agriculteurs et des agricultrices, etc. Donc nous commencions avec ces manifestations d'agricultrices et d'agriculteurs qui n'ont pas cessé, puisqu'il y a encore quelques mois, ils manifestaient encore. C'était également les manifestations qui ont encore lieu, notamment à Montpellier, pour la Palestine, pour le cessez-le-feu, pour la paix, pour le respect du droit international. Et nous, à la France Insoumise, nous y avons participé et nous y participons encore. Parce qu'il en va d'un devoir d'humanisme, d'humanité, de solidarité avec les peuples à travers le monde. Nous ne supportons pas ce qui se passe dans les territoires palestiniens. Nous ne supportons pas la politique de Netanyahou et nous ne supportons pas que celui-ci dise qu'il fait comme ça des traités de cessez-le-feu et lui-même ne respecte pas sa propre parole. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Mais en réalité, ça veut dire que continuent en fait les massacres. Et tout ça, cela a été très bien dit précédemment, dans un trop grand silence de la France, qui a une voix à porter et qui pourrait faire beaucoup mieux, qui pourrait faire beaucoup plus et qui pourrait peser davantage dans la communauté internationale. Et puis, l'année dernière, il y a eu, je fais par ordre chronologique, au mois de mars, si je me souviens bien, un autre fait assez extraordinaire, qui, pour le coup, allait dans le sens d'un progrès social. C'est l'inscription de l'IVG, du droit au recours à l'avortement dans la Constitution. C'est quelque chose que nous avons porté fièrement, ardemment, à la France Insoumise, qui aurait pu être inscrit beaucoup plus tôt, mais il a été inscrit. Et donc, on va retenir ce fait-là lors d'un congrès. Le congrès, c'est quand les deux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, se réunissent pour décider ensemble d'une modification majeure. Et notamment, lorsqu'on modifie la Constitution, cela nécessite ce type de réunion extraordinaire. Nous avons donc inscrit ce droit fondamental pour que les femmes puissent disposer librement de leur corps, pour que les personnes puissent disposer librement de leur corps. Et puis les choses se sont accélérées, puisque très vite nous sommes entrés dans une campagne électorale, je parle de celle des élections européennes. Alors, nous ne sommes pas peu fiers, à la France Insoumise, à Montpellier, d'être arrivés bien en tête, non seulement de toutes les forces politiques, mais des forces politiques de gauche. Ici à Montpellier, la liste de l'Union populaire était largement en tête grâce à la mobilisation non seulement des militantes et des militants, mais aussi des secteurs populaires de la société, les quartiers populaires, la jeunesse et tous les secteurs populaires qui se battent pour leurs droits. Et donc, grand bravo à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied. Nous avions même une candidate qui est là, Stéphanie Cosite, et nous avons fait campagne pour elle et pour toute la liste.
Ça vaut le coup d'être souligné parce que nous avons triplé nos voix à la France Insoumise par rapport aux dernières européennes de 2019. Donc voilà, quand nous progressons, il faut savoir le remarquer. Et au niveau national, nous avons progressé d'1 million de voix. 1 million de voix. C'est sûr, on aurait aimé faire encore plus, mais quand on convertit en chiffres comme ça, on se rend compte qu'en fait, nous sommes bel et bien dans une dynamique. Et le soir de l'annonce des résultats des élections européennes, le président tout-puissant décide d'utiliser son pouvoir pour dissoudre l'Assemblée nationale. Et nous voilà repartis en campagne législative. Alors, on ne va pas revenir sur tous les détails, mais il faut comprendre dans quel ordre se sont passées les étapes pour comprendre dans quel moment politique nous nous situons là actuellement. 27 sondages sur 27, au moment de la dissolution, et pendant toute la campagne des législatives, ont pourri l'ambiance en annonçant la victoire, systématiquement, du Rassemblement national. Nous avons fait campagne dans cette ambiance-là, avec cette idée de « allez, résignez-vous, vous êtes défaits d'avance, vous avez perdu d'avance ». Non seulement nous ne nous sommes pas résignés, nous avons réussi à constituer le nouveau Front populaire et nous avons remporté les élections législatives au soir du 7 juillet. C'est nous, c'est notre camp, le camp social, le camp populaire qui avons remporté ces élections-là. Et qu'on ne s'y trompe pas. Il faut qu'on revienne à ce que c'est le nouveau Front populaire, à ce que c'est la définition de cette alliance qui n'est pas une alliance électorale, qui n'est pas une alliance faite pour aller négocier des bouts de je sais pas quoi avec la Macronie. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Page 2 du programme du nouveau Front populaire est inscrit le mot rupture. Rupture avec quoi? Avec le macronisme, avec le néolibéralisme, avec le capitalisme, avec l'ordre établi qui nous pourrit la vie depuis des décennies. C'est ça le nouveau Front populaire. Et nous, à la France Insoumise, nous tenons à alimenter uniquement cet aspect-là. Nous sommes en rupture avec le gouvernement. Nous sommes en rupture avec le macronisme au niveau national et ses déclinaisons locales. Et nous menons le combat dans cet esprit-là, uniquement dans le respect des engagements programmatiques que nous avons pris. Nous voilà donc à gagner les élections législatives, mais pas de gouvernement Nouveau Front populaire pour autant. Emmanuel Macron, très pressé de convoquer des élections législatives dans le plus bref délai qui lui est permis, se met d'un coup à reculer, à faire durer le temps avant de nommer un gouvernement. Et surtout, il fait quelque chose d'inédit dans une démocratie qui se respecte. Il décide d'écarter le résultat des urnes, de faire comme si les gens n'avaient pas voté. Parce que lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait parié sur la victoire de l'extrême droite. Il était prêt à cohabiter avec l'extrême droite. Il était bien content que les instituts de sondage l'aident à faire campagne pour faire progresser Jordan Bardella, Marine Le Pen et toute la clique. Manque de bol, c'est pas ça qui s'est passé. Alors c'est pas parce qu'il est comme ça en train d'essayer de piétiner les règles fondamentales de la démocratie qu'il n'est pas en difficulté. Il est en très grande difficulté. Et on sait pourquoi. Et d'ailleurs, quelques temps après son refus de désigner, son refus de reconnaître la victoire du nouveau Front populaire, nous avons réussi à obtenir la majorité au bureau de l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Et donc, ça ne peut pas se passer comme ça. Et ils ont essayé de tricher, hein, en faisant voter des ministres et tout. Hein. Ils ont essayé de tricher. Mais c'est pas grave, on gagne. Rentrée de septembre, on a un Premier ministre, Barnier. Voilà. Dans le plus grand irrespect de la voix de la souveraineté populaire, c'est un représentant d'un parti qui n'a même pas fait 6%, qui est à 5% à peu près. C'est le représentant de ce parti-là, le parti de droite, qui est nommé au gouvernement. Nous, on a pris notre responsabilité immédiatement après son discours de politique générale, qui était un discours de politique générale de droite. C'est un homme de droite. Nous avons déposé une motion de censure. Nous avons aussitôt voté la motion de censure. Ça, c'était dès fin septembre. Tout le nouveau Front populaire a voté à l'époque. Pas le RN. Si nous nous sommes coltinés 2 mois et demi à 3 mois de discussions budgétaires qui se sont terminées, comme on le sait hein, maintenant, c'est à cause du Rassemblement national. C'est à cause de Marine Le Pen. Barnier est nommé, la première censure n'est pas votée, nous avons droit à 2 mois et demi, 3 mois de discussions budgétaires infernales qui ne tournent que autour de l'austérité, mais nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale et nous avons réussi à faire transformer ce budget-là. Nous avions gagné un grand nombre de victoires.
qui ont été balayées depuis, parce qu'ils passent leur temps à faire ça, à essayer d'écarter par des petites combines tout ce que nous arrivons à gagner, à faire adopter dans le sens de plus de progrès. Mais ce n'était qu'une question de temps, nous l'avions dit dès le début, et en décembre, le gouvernement de Michel Barnier est censuré. Qu'on se le dise très clairement, un gouvernement qui tombe, c'est tout sauf un fait politique ordinaire. C'est exactement le contraire, c'est inédit, c'est historique, ça n'avait pas eu lieu depuis 60 ans dans la Ve République, et c'est un fait extraordinaire. Si bien que toute la presse internationale, c'est à ce moment-là que j'ai fait toutes les interviews avec la BBC, les chaînes américaines, etc., France 24 aussi, parce que tous les yeux du monde étaient rivés sur ce qui se passait en France. Et tout le monde a compris que c'était non seulement Michel Barnier, mais derrière Michel Barnier, c'est Emmanuel Macron qui était censuré. C'est sa politique qui était rejetée par la représentation nationale à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes dans cet instant-là, nous avons fini 2024 sur la censure d'un gouvernement, la presse internationale qui regarde ça avec des yeux ébahis, et nous arrivons en 2025, dans une situation de crise sans égale. Rien n'a été réglé. En réalité, la réélection d'Emmanuel Macron n'avait déjà rien réglé. De toutes les questions sociales, environnementales, démocratiques, tout était encore sur la table, dans le même état. Et tout ne fait qu'empirer, s'aggraver. Mais parce que ça ne peut pas être autrement. Et cette crise, elle est plus profonde que jamais. Elle est à tous les niveaux. Elle est politique, démocratique, elle est économique aussi. Économique parce que vous avez quand même sûrement suivi les plans de licenciement sans précédent qui s'enchaînent dans le pays. On a entendu parler de Michelin, on a entendu parler de Auchan. Il n'y a pas un Auchan qui va être épargné. Ici à Montpellier, il va y en avoir des suppressions d'emplois. Ça veut dire que ce sont des gens qu'on va devoir aller voir. Et ce sont des luttes dans lesquelles nous allons nous investir. Dans l'automobile, dans l'aérospatiale, dans la grande distribution, c'est l'hécatombe au niveau de l'emploi. Suite à la nomination de Michel Barnier, nous avons un Premier ministre, Bayrou. Alors, Michel Barnier venait d'un parti qui a 47 députés à l'Assemblée nationale. Bayrou, c'est 36 députés à l'Assemblée nationale. Donc, bon, enfin, tout le monde comprend. De toute façon, vous étiez comme moi, j'imagine, vous commenciez à faire vos petites affaires pour un repas de Noël en famille, ou avec des amis, ou seul, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de faire Noël. Vous aviez peut-être votre chaîne d'infos en continu en fond, parce qu'on savait plus ou moins qu'à un moment donné, l'annonce de la formation du gouvernement allait tomber. Et alors là, en fait, on aurait dit le Gorafi, quoi. Manuel Valls, Darmanin, Borne, Berger, Retailleau. Enfin, en fait, c'est tous les pires pourris de retour recyclés. Enfin, vraiment, on voit que c'est de la provocation. Au bout d'un moment, tout le monde sait à quel point tous ces gens sont impopulaires. Il y a des racistes dans le lot. Nous avons combattu leur politique. Ils ont été rejetés. Certains étaient dans le gouvernement qui a été censuré. Ils sont remis là. C'est une provocation ultime. Sans compter, alors franchement, quand vous en êtes à nommer Manuel Valls, dont on sait très bien qu'il attend que ça. Il a tout. Il y a eu un paquet de mèmes sur lui, genre appelez-moi, je suis là, je suis disponible. Donc quand on en est à nommer Manuel Valls, c'est qu'en fait il n'y avait personne de disponible pour aller dans ce coup fourré, parce que c'est ça maintenant. Faire partie du gouvernement de Macron, c'est prendre un sacré risque de se suicider politiquement en fait. Hein. Parce que, à nouveau, hein, Bayrou et toute sa clique, c'est un compte à rebours avant qu'il se fasse censurer. Ça sera exactement la même politique, tout le monde le sait, avec des pourris que personne ne veut plus voir, ni en vrai ni à la télé. Moi, je les vois en vrai, enfin, franchement, quoi. Au bout d'un moment, on tire, vous savez, c'est des rideaux là pour entrer dans l'hémicycle. Qui va être là aujourd'hui? Manuel Valls, tiens, Bayrou, enfin, les revenants, quoi, les revenants, les recyclés. Donc, tous ces hommes, il y a beaucoup d'hommes, et quelques femmes, parce que franchement, Berger et Borne, quoi. Enfin, Borne, c'est la première ministre 49.3. Comme a dit Mathilde Panot là, dans son discours, vous savez, bon, à chaque fois, j'en suis farci 4, hein, à chaque fois qu'il y a un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première ministre, le ministre ou la ministre en question monte à la tribune et fait un discours de politique générale. 4, je m'en suis tapé en à peine 2 ans et demi. Dire comme c'est stable hein, en ce moment la situation politique. Et ensuite, tous les groupes sont amenés à réagir. Donc Mathilde Panot prenait la parole pour la France Insoumise. Elle dit, dans ce gouvernement,
il y a 2 anciens premiers ministres qui se sont illustrés par le fait qu'ils ont fini en étant dans les personnalités politiques les plus détestées de France. Elle parlait d'Elisabeth Borne, Madame 49.3, et de Manuel Valls. Enfin, voilà la composition de ce gouvernement. Et donc vous avez peut-être vu donc, le discours de politique générale de Bayrou qui se perd dans ses feuilles. Enfin, moi, il y a un voisin à côté de chez moi qui disait franchement, il doit redresser le pays, il n'arrive même pas à trouver ses pages, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est à l'image en fait de la situation dans laquelle est ce gouvernement, dans laquelle Macron a mis le pays. Dans ce discours-là, c'est long, hein, je vous jure que c'est long. Nous, on a en avant-première en fait le discours. Donc on suit en même temps. Et donc ce qu'on fait à chaque fois, c'est on compte le nombre de pages et on évalue combien de temps ça va lui prendre. Tellement c'est long, tellement on sait en fait ce que ça va être la feuille de route. Rien sur les suppressions de 4000 postes d'enseignantes et d'enseignants, c'était un des points de crispation majeurs du budget Barnier. Rien sur ce point-là. Rien, aucune annonce majeure sur le budget. Je veux dire, on sort d'une censure liée au rejet du budget, il n'annonce rien de nouveau. Rien. Et on apprend en fait au fur et à mesure, là, quand on avance, ce qu'il y a en fait dans ce budget, qui est en fait pire que celui du gouvernement Barnier. Donc, quand je dis qu'ils sont pires, en fait, c'est vraiment que tous les secteurs sont dans le rouge. C'est-à-dire que maintenant, bon, quand on a un mandat de député, on rencontre des secteurs, des associations, des collectifs, etc. Et à chaque fois, le truc qui revient maintenant, c'est on ne sait pas comment on va s'en sortir, on nous a annoncé tant de coupes, on a des salariés à payer, on a des activités à mener, on n'a pas assez. Là, clairement, on ne sait pas comment on peut faire une année avec ce budget-là. Tous les secteurs sont concernés. Et puis, bon, alors je suis obligée quand même de parler de cette annonce ahurissante. Parce que, ces coupes-là, forcément, elles ont des impacts sur tout, y compris sur les collectivités. Les collectivités, c'est les mairies, les collectivités de communes type métropole comme à Montpellier, les départements, etc. C'est tout ce qui fait vivre les services administratifs locaux, les services publics, etc., etc. Alors c'est clair que nous, on s'est battus becs et ongles parce que déjà, elles sont sous-dotées, elles ont perdu de l'argent et que ce sont des coupes monumentales qui sont prévues. Mais il y en a qui vont plus loin que ça, comme le président du département de l'Hérault, à qui personne n'a rien demandé et qui a décidé, vous avez peut-être vu, c'est paru là, hier, il a annoncé qu'il supprimait 100% des subventions à la culture dans le département. C'est inédit, ça ne s'est jamais vu. Tous les secteurs culturels, on a quelques personnes ici qui sont dans le milieu de la culture et qui sont juste effrayées par la situation. Parce que ce sont des emplois qui sont menacés. C'est la vie culturelle du département. Et je veux dire, l'Hérault est quand même un département où la culture a toujours eu une place prépondérante. C'est le domaine d'eau, c'est les théâtres de Montpellier, théâtre des 13 ans, etc. C'est le théâtre de la mer à 7, etc., etc. Tous ces secteurs-là sont menacés. Et c'est le seul département de France qui consacrera donc 0 centime à la culture en 2025. Si, ouais, je sais pas, mais en tout cas, même Libération. Libération souligne que ça ne s'est jamais produit sous une présidence PS, parce qu'il faut le dire, mais Mesquida vient du Parti Socialiste. Ça, ce sont des décisions typiquement des partis de droite, normalement, qui n'en ont rien à faire de la culture. Donc apparemment, la culture n'est pas importante pour le Parti Socialiste local. C'est scandaleux. Donc voilà, et c'est... Bon, j'ai dit que les budgets qui sont présentés à l'Assemblée nationale sont des budgets austéritaires inédits. Il y a 2 options qui s'offrent à nous. Soit de s'opposer, et c'est bien ce qu'on fait quand je dis qu'on est dans la rupture face au macronisme et à ses déclinaisons locales, soit de l'accompagner. Manifestement, le Parti socialiste local a décidé de l'accompagner. Or, ce n'est pas la définition que nous nous faisons d'un élu local. Les élus locaux ne sont pas des gestionnaires de l'austérité, fût-elle gouvernementale. On a le droit de s'opposer, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec les décisions imposées par le gouvernement. Si nous le faisons à l'Assemblée nationale, c'est possible aussi localement. Et ça, couper 100% des subventions du secteur de la culture, c'est inadmissible. Et ça aurait valu normalement une indignation sans précédent, non seulement des secteurs de la culture qui, eux, le font savoir, mais des élus aussi dans ce domaine-là. Donc voilà où on en est pour le budget.
Et puis évidemment, c'est une crise démocratique sans précédent que nous traversons, puisque je l'ai dit, Emmanuel Macron a pris des décisions qui ne vont que dans le sens de la confiscation du pouvoir au peuple. Et c'est bien pour ça que nous allons avoir des enjeux de taille, et je vais y revenir, dans toutes les échéances qui vont se présenter à nous. Avant d'y revenir, on est obligé de parler de la situation internationale. Je ne suis pas la seule à en avoir parlé d'ailleurs, parce que on ne peut pas comprendre la situation en France sans l'inscrire dans le cadre plus large, qui est celui d'une crise mondialisée. Nous sommes au bout d'un cycle qu'on mesure bien en France. Le macronisme, c'est la version française, la démonstration française du néolibéralisme capitaliste, de la mise en concurrence de tout contre tout, de tout le monde contre tout le monde. Mais cette fin de cycle, elle se mesure dans plusieurs endroits du monde. En Allemagne, en Corée du Sud, aux États-Unis. Et puis, on a une crise grandissante qui se manifeste par cette tendance qu'ont des représentants maintenant d'État à ne plus respecter les frontières, à violer les pays voisins et à faire comme ils le veulent, de manière impunément. C'est évidemment le conflit qui a lieu au Proche-Orient. Je l'ai dit tout à l'heure, Netanyahou est depuis plus d'un an maintenant dans un massacre que nous disons être un génocide du peuple palestinien qui s'étend au Liban, et alors que lui-même s'était engagé à un cessez-le-feu, lui-même ne le respecte pas. On n'est pas étonné, on sait très bien quel est le personnage. Mais pour autant, un peuple est en train de se faire massacrer dans le silence de la communauté internationale, sauf des pays qui n'appartiennent pas au bloc dit occidental. Quand l'Afrique du Sud décide de traîner Netanyahou en justice à la Cour pénale internationale, ben voilà ce que la France pourrait faire, voilà ce que la France pourrait appuyer et qu'elle ne fait pas. Mais maintenant, avec l'élection présidentielle qui a eu lieu aux États-Unis, Netanyahou est appuyé par Trump, qui valide la démarche de Netanyahou, qui dit effectivement qu'il va falloir vider la population palestinienne. Voilà ce que sont ces impérialistes. Et bon, on rentre dans une logique de guerre permanente, de violation des frontières, une guerre de taxes douanières. Trump, c'est aussi la manifestation d'une extrême droite aux États-Unis. Enfin, je veux dire, vous avez tous vu les frasques d'Elon Musk qui fait bel et bien un salut nazi lors d'un meeting. Alors, c'est hallucinant, parce qu'on a les plateaux type CNews qui essaient d'expliquer que, bah non, je veux dire, des figures comme Onfray qui expliquent, mais bon, c'est la démonstration à l'américaine, la main sur le cœur, etc. Mais comment ça? Comment ça? C'est un salut nazi, en fait. Et comment tu expliques que c'est pas un salut nazi quand Elon Musk ensuite va faire une réunion par visio avec l'extrême droite, l'AfD allemande, parce qu'il y a bien un pays qui a laissé où l'extrême droite a laissé des séquelles sanglantes, c'est l'Allemagne. Donc voilà l'ambiance dans le monde. Et puis, je suis obligée d'avoir un mot pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mon collègue Carlos Martins Bilongo posait une question au gouvernement, puisque là-bas, ce sont des crimes contre l'humanité, ce sont des millions de morts, 7 millions de déplacés en 2024, 500 000 juste en janvier 2025, des conflits liés aux minerais stratégiques, encore une fois avec une voix trop faible de la France. Et partout, nous n'aurons de cesse de défendre le droit international, le respect des peuples, la souveraineté des peuples et la solidarité internationale. Alors là-dedans, nous incarnons, la France insoumise, mais tous les secteurs qui sont en lutte, une force de résistance. Une force de résistance, on l'a vu par exemple, alors on a parlé des campagnes électorales de 2024, ce qui a permis effectivement le résultat, le succès de la liste de l'Union populaire soutenue par la France insoumise, c'est la mobilisation des quartiers populaires, la mobilisation de la jeunesse, la mobilisation de tous les secteurs populaires dans la société. Et ce sont ces secteurs-là
qui crée la dynamique du nouveau Front populaire ensuite. Et ça, nous devons bien l'avoir en tête, parce que ce sont les mêmes secteurs qui se sont encore plus mobilisés pour faire battre l'extrême droite, faire battre la Macronie et faire remporter le programme du nouveau Front populaire. Mais y compris dans l'Hérault, parce que dans l'Hérault, on n'a pas été épargné. On nous prédisait 8 circonscriptions sur 9 au Rassemblement national. Résultat, 4 circonscriptions sont au nouveau Front populaire. Sylvain Carrière et moi avons été réélus. Évidemment, je pense à Sébastien Rome, qui n'est pas passé loin et dont on sait qu'il sera réélu très prochainement, lors d'une prochaine dissolution, par exemple. Mais nous nous sommes battus becs et ongles, et nous résistons bien. Et nous progressons, surtout, grâce aussi aux campagnes d'inscription sur les listes électorales qui ont été menées. Et là encore, je dois vraiment dire un grand bravo aux militantes et aux militants qui ont sillonné les quartiers, même les villages, et qui ont fait du porte-à-porte sans relâche, qui n'ont pas compté leurs heures, et qui ont échangé et arraché les voix une par une, parce que c'est ça que nous faisons. Nous arrachons les voix une par une, parce que nous savons que pour gagner, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Pas sur les télés, pas sur les médias, pas sur les instituts de sondage, pas sur tout ce pouvoir établi. C'est la caste politico-médiatique, vous savez, qui s'entend toujours très très bien. Et donc nous progressons grâce à notre investissement. Nous le disons à chaque fois, nous sommes en campagne permanente. Nous n'avons jamais cessé d'être en campagne. Et je le dis dans l'Isère, lorsque notre candidat Ilyes Loufoque arrive en tête au premier tour, c'est un exploit. Et non, ce n'est pas une circonscription historiquement de gauche. Ça, c'est la mauvaise foi de ceux qui se disent être nos alliés et qui en fait nous mettent la tête dans la boue dès qu'ils le peuvent. C'est une circonscription de droite historiquement. Elle n'est pas historiquement de gauche. Elle a été détenue par la droite très longtemps. Et nous l'avions gagnée en 2022 grâce à la mobilisation du nouveau Front populaire et d'électrices et d'électeurs. Mais nous avons une autre élection. C'est celle qui a lieu à Villeneuve-Saint-Georges, qui est une municipale anti-privée. Et on dit, go Louis Goyard, vas-y, va arracher la mairie à Villeneuve-Saint-Georges. Il a été en tête au premier tour. Il est actuellement face à l'extrême droite. Les campagnes de porte-à-porte ont lieu. Et donc, c'est clair qu'on a bien envie qu'il ouvre le chemin, qu'il ouvre la voie. Mais dans tous les cas, déjà, ce qu'il a fait, ce n'est pas anodin. Et il faut s'en souvenir. Alors, nous sommes dans cette période-là. Et tout ce qui se passe dans le pays, que ce soit en termes de lutte, que ce soit en termes d'action de solidarité, s'inscrit dans ce contexte de désordre, d'instabilité démocratique, sociale, écologiste. Nous l'avons dit, c'est dans ce moment où tout est déstructuré, tout a été détruit par le désengagement progressif de l'État, que nous nous engageons 3 fois plus, 10 fois plus dans les actions de solidarité, que ce soit pour la jeunesse, lors de distribution alimentaire. Je veux dire, quelle honte, mais quelle honte que l'image de l'année, comme a dit Midi Libre, soit une file d'étudiantes et d'étudiants par 1000, 2000. Quelle honte dans un pays comme la France. Heureusement qu'il y a des actions menées par et pour la jeunesse. Heureusement qu'il y a cette solidarité qui existe. Lorsque nous manifestons pour le cessez-le-feu, pour la paix en Palestine, heureusement que nous sommes là pour dire que non, Macron ne représente pas les Françaises et les Français lorsqu'il ne dit rien et qu'il laisse faire Netanyahou. Les Françaises et les Français n'en peuvent plus de voir des images de massacres au Proche-Orient. Et puis le devoir de solidarité, c'est lorsqu'on vient faire des collectes, pour Mayotte par exemple, parce que, n'en déplaise à M. Bayrou, Mayotte, c'est la France. C'est bel et bien un département français. Et ce sont des Françaises et des Français qui souffrent là-bas. Et les discours racistes auxquels j'ai encore assisté mardi à l'Assemblée nationale sont insupportables. Bayrou se faisait applaudir par le Rassemblement national. Quelle honte! Franchement, quelle honte! Alors ça a eu un mérite, c'est que... Vous voyez où je vais en venir. Les grands négociateurs, stratèges du Parti socialiste, qui négociaient leurs petites miettes avec Bayrou, ont dit « Ah non, là c'est trop, vous ne pouvez pas parler de submersion migratoire, nous interrompons les négociations. » Eh bien enfin, et nous leur disons « Très bien, vous êtes à la moitié du chemin, maintenant rentrez à la maison, retournez à ce qu'est le nouveau Front populaire, revenez à la raison, revenez à la maison, et défendez la rupture avec le macronisme, parce que le macronisme, c'est ça. C'est la reprise des discours racistes de l'extrême droite, c'est l'austérité sans fin, c'est l'irrespect de la voix du peuple, et nous sommes contre ça. Il n'y a pas 50 solutions, il y en a 2. Soit vous accompagnez
Bayrou et Macron, soit vous luttez contre. Nous sommes très clairs. Nous n'avons jamais changé de voie. Nous sommes dans la rupture, nous nous opposons à Emmanuel Macron et nous le ferons tomber. C'est notre objectif. Et nous nous battons pour ça. Nous allons repartir sur un cycle de discussion budgétaire. Franchement, depuis que j'ai été réélue, c'est le budget. Voilà, sans fin, le budget. On est tout le temps dans le budget. Donc on repart sur du budget. Alors le budget façon Bayrou, celui qu'on nous donne à examiner, c'est pas celui qu'on avait fait changer, évidemment. C'est pas celui avec nos amendements qui permettaient d'augmenter les recettes et d'aller prendre l'argent où il se trouve dans les poches des riches, rétablir l'ISF, taxer les super profits, etc. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui qui est issu du Sénat. Le Sénat est majoritairement de droite, d'accord? Donc nous partons de ce budget-là, que ce soit le PLFSS ou le PLF. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas rajouter d'amendements. Nous ne pouvons qu'amender ce qui est existant, ce qu'on nous propose. Donc comment vous dire que nous reprenons exactement comme ça s'est passé et nous faisons sauter les articles un par un? Parce que sinon, c'est ce qu'a décrit Pierre Renard. C'est des fermetures de lits supplémentaires. C'est des coupes supplémentaires dans la santé et pas par petites coupes, c'est par milliards. C'était 5,5 milliards de coupes sur la santé dans le budget Barnier. Donc ça signifie encore moins de personnel à l'hôpital, encore moins de lits. Concrètement, ça veut dire en ce moment, nous sommes en pleine épidémie de grippe. Il y a des gens qui attendent sur des brancards et qui meurent, parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge, qui meurent de la grippe. Pire, nous avons une résurgence du scorbut en France. C'est une maladie que nous avions quasiment éradiquée. Nous sommes un pays dit développé. Les gens meurent du scorbut en France. Donc voilà ce que c'est. Et donc nous retoquons ce budget, évidemment, avec lequel nous sommes en désaccord. Et ce budget, dont je disais qu'il est pire que celui de Barnier, prévoit une baisse des dépenses du budget de l'État de 23,6 milliards d'euros. Les baisses de dépenses pour l'État, pour la Sécu, pour les collectivités territoriales sont de 34 milliards d'euros. 2 milliards pour les collectivités territoriales, hein, quand je parlais tout à l'heure de comment ça va impacter les services publics des mairies, des collectivités, etc. C'est des dépenses en baisse de 7 milliards par rapport au budget Barnier. Et donc, Bayrou a repris à son compte le budget Barnier, mais a même renforcé encore l'austérité prévue. On disait déjà que c'était une austérité sans précédent, le budget Barnier. C'est encore pire avec la version Bayrou. Etc., etc. Bayrou prétend que la fiscalité va progresser de 18 milliards d'euros. Barnier a annoncé 20 milliards d'euros. Bref, c'est un recul sur tous les aspects. Donc évidemment que nous allons rejeter ce budget à nouveau. On repart sur une bataille budget. Ce qui laisse penser qu'il n'aura pas d'autre choix, Bayrou, qu'à nouveau déclencher le 49.3. Qui dit 49.3 dit motion de censure. Nous, de toute façon, on ne dévie pas. Hein. On en a déposé une avec l'article 49.2, parce qu'on devient tous spécialistes de la Constitution maintenant, on connaît tous les articles là. Et nous allons en redéposer une à la fin de ce budget. Et nous disons encore une fois, maintenant que les socialistes ont décidé d'arrêter de négocier avec Bayrou, rentrer à la maison, ça veut dire voter la censure. Voter la censure. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce gouvernement? Il ne vous a rien laissé. Vous dites que vous allez négocier pour les retraites. Bayrou, le lendemain d'une discussion avec le Parti Socialiste, disait « Je pense que la retraite à points, c'est une bonne chose et qu'il faut la remettre sur la table. » La honte, quoi. C'était ce contre quoi on manifestait déjà en 2019. À l'époque, Olivier Faure, il levait les bras comme ça à l'Assemblée nationale en disant « Oh non, mais c'est pas bien. » Ben ouais, mais sois cohérent jusqu'au bout. Et nous disons aux grands hypocrites du Rassemblement national qui se font tout petits en ce moment. Vous aussi, on va vous regarder. Parce que vous êtes des gros menteurs avec votre électorat. Vous prétendez être dans l'opposition. Vous n'avez pas voté la censure, là, il y a 2 semaines. Là, il y a à nouveau une motion de censure qui va arriver. Tout le monde, chaque député sera mis face à sa responsabilité. Et nous dirons qui a voté quoi. Et je dis aussi à la députée socialiste du département qui s'est vantée de ne pas avoir voté la censure. Honte à toi. C'est pas pour ça qu'ils t'ont élu, tes électrices et tes électeurs. Toi aussi, rentre à la maison, là. Bref, nous sommes là-dedans. Nous allons faire tomber Bayrou, c'est une question de temps. Et après Bayrou c'est le dernier joker d'Emmanuel Macron. Au bout de deux gouvernements qui tombent, tout le monde, il n'y a pas besoin d'un dessin pour comprendre que Macron est en danger. Donc tous ceux qui sont en train d'offrir un petit sursis, offrent un sursis à Macron en fait, l'aide à tenir. L'aide à tenir pourquoi? Parce que si Bayrou tombe, derrière, nous allons pousser comme des fous pour la démission de Macron. Alors, on n'a pas besoin de ça, on le fait déjà. Hein. On a fait signer des pétitions pour sa destitution, on pousse pour sa démission, et on va le faire plus que jamais si nous faisons tomber, quand nous ferons tomber Bayrou.
Donc derrière Bayrou, c'est Macron qui suivra. Et nous ne cesserons de dire que Macron doit partir parce qu'il est le seul responsable de la crise profonde dans laquelle nous sommes et dont nous ne sortirons pas tant que lui n'aura pas mis la clé sous la porte. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire présidentielle anticipée. Et nous sommes prêts à cette éventualité-là. Nous nous y préparons, nous avons déjà commencé à récolter des promesses de parrainage. Moi, j'ai donné la mienne. Je sais à qui elle va, ma promesse de parrainage. Aussi. T'as reçu aussi le formulaire, d'ailleurs, de promesse de parrainage. Nous sommes prêts et prêtes. Donc maintenant, ça suffit d'offrir un sursis à Macron par peur de ce qui peut se passer. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. C'est en anticipant ce qui peut se passer. C'est en prenant les issues à bras le corps que nous sortirons de la crise. Et nous voulons être de celles et ceux qui sortons le pays de la crise et qui offrons un peu d'espoir parce qu'il y en a marre en fait de cette situation. Tout le monde étouffe. Donc nous savons ce que nous faisons. Et donc, quand je dis que tout ce qui se passe dans le pays s'inscrit dans le contexte dans lequel nous sommes, les prochaines échéances électorales, plus que tout. Parce que peut-être que les prochaines élections, les seules qui sont certaines, c'est les municipales de 2026. Mais peut-être qu'avant, il y aura eu une présidentielle anticipée. Et peut-être qu'avant, il y aura eu des législatives anticipées, s'il y a une nouvelle dissolution. Donc, on comprend quand on dit qu'on est en campagne permanente, c'est non seulement dans les luttes, mais c'est électoralement, parce qu'à tout moment, nous pouvons retourner aux urnes. Et à tout moment, nous devons être prêtes et prêts. Et pour ça, nous continuons nos campagnes d'inscription sur les listes électorales. Nous continuons à soutenir les luttes partout où elles se trouvent. Et nous sommes prêts. S'il y a des solutions, nous serons prêtes et prêts. Nous avons une feuille de route à la France Insoumise. Elle a été votée à plus de 93% par les Insoumises et les Insoumis. Nous sommes prêtes et prêts à tout. Nous sommes prêtes et prêts s'il y a une présidentielle anticipée. Et nous sommes prêtes et prêts quand les municipales arriveront. En tout cas, nous nous y préparons. Nous avons commencé à nous y préparer et nous le disons, la France Insoumise présentera des listes dans un maximum de communes parce que nous avons le droit d'y être représentés et que notre sous-représentation au niveau local ne reflète pas notre force. Lorsque, par exemple, Jean-Luc Mélenchon fait 40,73% à Montpellier à l'élection présidentielle de 2022. Lorsque la France Insoumise est la première force aux élections européennes à Montpellier. Et lorsque la France Insoumise permet l'élection d'une députée au premier tour en 2024. Alors nous avons des choses à dire et nous allons faire valoir ce que nous pesons. Et nous pesons pas simplement parce que nous avons de belles têtes, bien que ce soit un peu vrai, mais parce que notre électorat, ou plutôt les habitantes et les habitants de Montpellier, donne caution, valeur, poids à ce que nous portons. Lorsque nous disons justice sociale, lorsque nous disons augmentation du SMIC, lorsque nous disons construction de logements sociaux, lorsque nous disons moratoire sur les ZFE, lorsque nous disons qu'il faut défendre le cessez-le-feu jusque dans les conseils municipaux, voilà le genre de mesure qui est portée, plébiscitée par les Montpelliéraines et les Montpelliérains. Je m'approche de la fin. Quelques rendez-vous. Parce que quand on dit qu'on est dans l'action, il faut bien finir par des choses concrètes. On a fait un petit tour d'horizon de la situation sociale, politique et du fait que Macron doit partir et que nous nous tenons prêtes et prêts à toutes les éventualités. Cela a été dit, samedi, on a un rendez-vous important. C'est les rencontres nationales des quartiers populaires qui a lieu à Toulouse. Donc c'est ce samedi 1er février. Alors, c'est une échéance qui est soutenue par la France Insoumise, qui permet non seulement de donner la parole aux actrices, acteurs de quartiers populaires, aux associations, aux collectifs, mais d'essayer de faire progresser la réflexion et d'envisager des solutions à des problématiques telles qu'il y en a 5 là, qui sont mises en avant. La démocratie, notamment la démocratie locale. Parlez-en à toutes les personnes là, qui subissent en rue là, les trucs de rénovation urbaine, les projets de rénovation urbaine, qui ne sont jamais consultés, qui sont expropriés, qui savent qu'ils perdent un logement, mais qui ne savent jamais s'ils vont en retrouver un, et souvent ils n'en retrouvent pas. Donc le manque de consultation, voilà par exemple un des aspects. La lutte contre les discriminations, l'écologie populaire, l'accès aux services publics et aux biens communs, et le droit au logement, qui est peut-être la première problématique à Montpellier. Le manque de transparence dans l'attribution de logements sociaux, le manque de disponibilité du logement, sans parler du prix et de la spéculation sans fin dans cette ville. Donc toutes ces thématiques vont être abordées. Nous allons être un petit paquet à y aller, ici, là, dans la salle, je sais.
Donc on se lève tôt, hein, samedi matin, et on revient tard, mais ça vaudra le coup. Et puis tout ça a été préparé par des rencontres dites locales. Alors moi j'ai participé à celle qui a été organisée notamment avec l'aide de Patricia, mais pas que, au Petit Bar, et qui a permis précisément de donner la parole à des habitantes et des habitants qui se sont exprimés sur un certain nombre des sujets que je viens d'évoquer, qui ont expliqué que elles et eux en fait sont les premiers experts de leur quartier, et que si on leur proposait de se mettre autour d'une table et de travailler à des projets d'amélioration de leur quotidien, de leur quartier, ont déjà des idées. Parce que c'est elles et eux qui habitent le quartier. Donc il y en a un qui nous expliquait que ça manquait de lieux de rencontre et de vie sociale. Et il expliquait, là, à cet endroit, c'est exactement où il faudrait mettre ce lieu de vie sociale, associative, etc. Il y avait toutes sortes de revendications sur le logement. Dans une tour, des problèmes, toujours pareil, de moisissure, d'humidité, etc. Et des bailleurs qui font les morts, qui ne répondent jamais. Bon, et comment on s'organise collectivement pour que le bailleur se mette à répondre, etc., etc. Donc on a organisé cette rencontre locale. Il y en a une qui est en train d'être montée dans le quartier des Cévennes, qui est un autre quartier populaire de Montpellier. Et ainsi se construit le travail en commun entre militantes, militants chevronnés et habitantes, habitants, experts, premiers experts de leur quartier et de leur ville. Donc nous sommes dans cette construction-là ensemble. Et donc, rendez-vous ce samedi 1er février déjà à Toulouse pour cette rencontre nationale des quartiers populaires, pour les rencontres locales qui vont être organisées. Je sais qu'il y a une campagne d'inscription sur les listes électorales qui est en train d'être montée par quelques militantes et militants. Oui, nous allons continuer ce travail-là parce que quand je dis que nous allons avoir certainement plusieurs échéances électorales, ça veut dire qu'il va falloir à nouveau aller chercher tous les mal inscrits, tous les non inscrits et faire en sorte qu'ils aillent voter et défendre leurs intérêts. Et puis, évidemment, la bataille continue pour que Macron s'en aille une bonne fois pour toutes et nous fiche la paix et qu'on puisse passer à autre chose. Nous finissons toujours assez traditionnellement par une citation à la France Insoumise. Je vois que d'ailleurs c'est bien suivi par les jeunes générations. J'ai fait mes devoirs, j'ai travaillé, nous avons cherché une citation. Et en fait, bon alors, vous avez sûrement eu cette petite carte de vœux à l'entrée. On en est bien content avec l'équipe parce que c'est une dessinatrice de Montpellier qui l'a faite. On a pris trois endroits de Montpellier, de la circonscription en particulier. Il y a les Arceaux, il y a Jean Jaurès et il y a Petit Bar. Nous avons fait d'ailleurs une des rencontres locales. Et franchement, c'est chouette ce qu'elle nous a fait. On l'a bien remerciée. Et nous avons mis 2 citations. Une de Jean Jaurès et une de Angela Davis. Là, c'est celle de Jean Jaurès qui m'intéresse. On a mis la dernière phrase d'un discours donc de 1903, d'un discours de Jean Jaurès à la jeunesse devant les lycéens d'Albi. Et le paragraphe dont est extrait cette phrase est le suivant. C'est pas la plus facile de Jean Jaurès, mais je pense qu'elle va vous parler. Oui, les hommes, je vais rajouter, et les femmes, qui ont confiance en l'homme, la femme, savent cela. Ils sont résignés d'avance à ne voir qu'une réalisation incomplète de leur vaste idéal, qui lui-même sera dépassé. Ou plutôt, ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur vie. Ils sont pleins d'une sympathie déférente et douloureuse pour ceux qui, ayant été brutalisés par l'expérience immédiate, ont conçu des pensées amères, pour ceux dont la vie a coïncidé avec des époques de servitude, d'abaissement et de réaction, et qui, sous le noir nuage immobile, ont pu croire que le jour ne se lèverait plus. Mais eux-mêmes se gardent bien d'inscrire définitivement au passif de l'humanité qui dure les mécomptes des générations qui passent. Et ils affirment, avec une certitude qui ne fléchit pas, qu'il vaut la peine de penser et d'agir, que l'effort humain vers la clarté et le droit n'est jamais perdu. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Et je vais dire ce que j'ai mis dans cette carte, que je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2025, qu'elle soit l'année des accomplissements, quelle que soit la difficulté des tâches. Bonne soirée à vous, place aux pizzas, aux galettes républicaines.
C'est une phrase qui doit nous donner de l'espoir. Jamais se résigner, toujours garder l'espoir. Juste, je précise, parce que les galettes républicaines et les royaumes qui sont mis à disposition, il y a des fèves artisanales dedans. Si jamais vous tombez sur les étoiles, vous avez droit à un cours de poterie. Voilà. Bon appétit.